Dans cette première séquence de géographie de la classe de 5e consacrée à la croissance démographique mondiale et à ses effets. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit peu de méthodologie, on va mettre au clair nos connaissances sur ce qu'on appelle la démographie. Ensuite, nous nous lancerons dans une série d'études de cas qui nous montreront des populations et des pays face aux croissances démographiques de leur pays. Donc, on ira faire un tour en Chine. Je t'expliquerai pourquoi le moment venu. Puis, on comparera la croissance démographique des États-Unis et de l'Europe, c'est-à-dire des territoires et des populations riches. Et on ira faire un tour du côté du Nigeria pour étudier la folle croissance démographique d'un pays pauvre, ce qui nous permettra de distinguer des problèmes de riches et des problèmes de pauvres en ce qui concerne la croissance démographique. Mais oui, ce n'est pas les mêmes problèmes, mais ce sont des problèmes graves quand même. Et nous finirons, comme d'habitude en géographie, par une carte à l'échelle planétaire qui nous permettra de mieux prendre connaissance de l'inégale croissance démographique mondiale, parce que dans le programme de géographie de 5e, il y a certes une dimension développement durable, mais le fil rouge du programme, c'est l'étude des inégalités à travers le monde. Or, la croissance démographique est particulièrement inégale à travers le monde. On va donc commencer cette séquence par une petite fiche méthodologique qui va nous permettre de comprendre ce qu'est la démographie. J'ai bien dit la démographie, à ne pas confondre avec la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce sont deux mots qui se ressemblent, qui ont d'ailleurs la même origine, mais qui ne veulent pas dire la même chose, donc il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Et donc on va se demander ce que c'est que la démographie, à quoi elle sert, et surtout quels sont ses principaux outils. Et il n'y a pas besoin d'être très calé en maths pour pouvoir faire de la démographie, rassure-toi. Dans cette seconde partie de séance, tu vas découvrir qu'en plus du solde naturel d'une population, il existe de nombreux autres indicateurs démographiques très précieux pour connaître la population étudiée. Alors, on vient de parler du taux de mortalité, qui est l'une des statistiques majeures pour connaître, calculer le solde naturel d'une population, mais on peut aussi envisager de mesurer la mortalité d'une partie seulement de la population. On peut donc par exemple mesurer la mortalité maternelle, c'est-à-dire par exemple le nombre de femmes qui meurent en donnant naissance à un bébé, pour 1000 femmes qui accouchent. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ça permet notamment de découvrir dans quel pays la santé des femmes est particulièrement en danger, souvent les pays pauvres où accoucher est un risque. Mais on prend très souvent comme critère d'analyse ce qu'on appelle la mortalité infantile. Et la mortalité infantile, alors elle peut être définie de plusieurs manières, mais la plus couramment retenue, c'est le nombre des décès d'enfants âgés de moins de 1 an pour 1000 naissances en 1 an, et dans un pays déterminé. Autrement dit, on compte pour 1000 naissances dans une année le nombre de bébés qui vont mourir avant de fêter leur premier anniversaire. Et ça aussi, c'est un précieux outil de démographie pour mesurer le niveau de santé, le niveau de richesse d'une société, d'une population donnée. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, l'Afghanistan, pays particulièrement pauvre
pays particulièrement malmené par des décennies de guerre civile, l'Afghanistan a un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde, aux alentours de 266 pour 1000. Donc ça veut dire que pour 1000 naissances, eh bien, 166 pour 1000, pardon, eh bien, ça veut dire que 166 bébés mourront avant l'âge d'1 an, pour 1000 naissances. Et si tu préfères convertir en pourcentage, 166 pour 1000, ça fait 16,6%. Ça veut dire qu'en étirant un peu les chiffres, un bébé sur 5 en Afghanistan meurt avant ses 1 an. Alors qu'en France, par exemple, eh bien, même si la mortalité infantile est légèrement supérieure à la moyenne européenne, elle est de moins de 4 pour 1000. Autrement dit, sur 1000 naissances, seuls 4 bébés mourront avant leur premier anniversaire, essentiellement de maladie d'ailleurs. Et ça, c'est quand même un très très bon taux, c'est-à-dire que la plupart des bébés vont survivre à leur première année et vont pouvoir envisager de vivre longtemps. Autre indicateur démographique en lien avec la natalité ou la mortalité, eh ben, c'est l'espérance de vie, c'est-à-dire le nombre d'années qu'un bébé, fille ou garçon, parce que ça va avoir son importance, peut espérer vivre dans le pays dans lequel il est né. Parce que l'espérance de vie ne va pas être la même d'un pays à l'autre. Du reste, dans les grands pays, ou les pays de taille moyenne comme la France, on peut avoir des écarts entre régions, parce que l'espérance de vie peut être plus élevée dans certaines régions que dans d'autres. Alors, l'écart, ça va être peut-être de quelques mois seulement, mais il existe. Et entre les pays très riches et les pays très pauvres, l'écart ne va pas se mesurer en mois, mais en années. Et à l'intérieur d'un même pays, et même d'un pays riche comme la France, où on a une espérance de vie parmi les plus élevées au monde, eh bien, il y a un écart qui s'explique par différents facteurs. Il y a un écart assez net entre la population féminine et masculine. Et pour une fois, les femmes sont à l'honneur, puisque une Française pouvait espérer vivre en 2017 en moyenne 85 ans et 4 mois. Depuis, la courbe continue à augmenter, mais peut-être un peu plus lentement. Et il y avait pratiquement 6 ans d'écart avec les hommes, ce qui veut donc dire qu'au soir de leur vie, beaucoup de femmes sont veuves. Il y a beaucoup plus de veuves que de veufs, puisque les maris ont tendance à mourir avant leurs épouses. Après, il y a d'autres outils à disposition du démographe. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue pour l'instant, hein. Je ne veux pas te donner mal à la tête, mais il y en a un qui est très pratique, c'est la fécondité. C'est-à-dire le nombre d'enfants moyens par femme. Donc on voit par exemple qu'en France, une femme faisait en moyenne 1,65 enfants en 1994. Alors ça doit t'étonner parce que soit on fait un enfant entier, soit on ne le fait pas. Hein, à moins qu'il lui manque un bras ou une jambe. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais tu vas comprendre pourquoi les chiffres sont souvent accompagnés d'une décimale. Ben, c'est que si par exemple tu es fils ou fille unique et que je fais la moyenne avec ton voisin ou ta voisine de classe qui a un frère ou une sœur, ça veut dire que vos deux mamans, la tienne et celle de ton voisin ou ta voisine, à eux deux, ces deux mamans ont eu 3 enfants, toi et les 2 autres là. Donc si on divise 3 enfants pour 2 femmes, eh ben, on obtient une moyenne de 1,5. C'est purement mathématique. D'accord? Alors en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la fécondité en France, elle a augmenté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on est passé d'à peu près un peu plus d'un 1,65 enfants par femme, on est arrivé à 2 enfants par femme au début des années 2010.
Alors, le problème, c'est qu'on estime qu'à moins de 2,1 enfants par femme, une population ne se renouvelle pas. C'est-à-dire que dans l'idéal, pour que la génération des parents soit remplacée par celle de leurs enfants, ni plus ni moins, sans qu'il y ait ni augmentation ni perte de population, il faudrait idéalement que toute femme ait 2 enfants. Un enfant pour remplacer le père et un enfant pour remplacer la mère elle-même. Bon, comme il y a une marge d'erreur parce que tous les enfants à leur tour ne deviendront pas parents, on estime que le taux de fécondité ou l'indice de fécondité doit être d'au moins 2,1 pour qu'une population se remplace. Bon, ben, ça veut dire qu'en France, les femmes ne font pas assez d'enfants. Pour que la population française se renouvelle, sans augmentation ni perte. Donc ça veut dire que si la population française continue d'augmenter, eh ben c'est parce qu'il y a des populations étrangères qui viennent avec leurs enfants et qui viennent combler les manques au sein de la population française elle-même. La démographie doit aussi s'intéresser au déplacement des populations, autrement dit aux migrations humaines, et c'est là qu'il peut devenir intéressant de calculer le solde migratoire d'une population, c'est-à-dire de faire la différence, donc la soustraction, entre les entrées et les sorties du territoire étudié, donc savoir combien d'habitants viennent s'installer, pas pour les vacances, hein, pour y vivre de manière pérenne, c'est-à-dire longtemps, et combien d'autres personnes font le chemin inverse, c'est-à-dire quittent le territoire en question. Et le solde migratoire, selon qu'il va être négatif ou positif, permet de savoir si on se trouve avec un territoire plutôt attractif, c'est-à-dire un territoire qui va naturellement attirer des populations. Ça peut être pour son climat, mais c'est surtout pour son travail, parce que ce territoire offre des conditions de travail, des perspectives d'emploi intéressantes. Ou inversement, si le territoire va être répulsif, c'est-à-dire s'il va avoir tendance à chasser ses habitants, et en particulier d'ailleurs les jeunes, qui vont devoir quitter le territoire pour aller trouver un travail ou faire des études ailleurs. Et donc, par exemple, sur cette carte à l'échelle nationale, sur cette carte de France, eh bien, on a un découpage qui est le découpage départemental. En bleu, les départements qui sont plutôt répulsifs, c'est-à-dire ceux qui ont un solde négatif. Autrement dit, les gens qui partent sont beaucoup plus nombreux que les gens qui viennent s'installer. Donc très clairement, on voit que c'est le cas du nord et de l'est de la France. Et que partout où c'est en jaune, on a affaire à un solde qui est positif, alors qu'il peut être faiblement positif, hein, la différence peut être de quelques milliers de personnes, mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui viennent s'installer que de gens qui en partent, et c'est par exemple le cas de ton département, le département de l'Allier. Alors tout cela, ça fait beaucoup de vocabulaire de base, un peu technique, certes, mais dit qu'il est absolument indispensable que tu maîtrises, que tu apprennes, parce que la géographie, ça peut être comme une langue étrangère. Si tu ne sais pas quel est le sens des mots que tu emploies, tu vas vite être perdu. Donc je t'invite à faire l'exercice en prenant le temps de bien lire les définitions. Normalement, tu devrais retrouver assez facilement, je pense, les termes qu'il te faut connaître, et je t'invite à apprendre les définitions. Donc voici le corrigé. Donc ça nous fait une bonne demi-douzaine de définitions à connaître.
sachant que taux de mortalité, taux de natalité, c'est presque la même chose, hein. On remplace juste mort par naissance. Le taux de mortalité infantile dont je n'ai pas parlé, ça se comprend, c'est assez transparent. On va mesurer spécifiquement le nombre de bébés de moins de 1 an qui meurent pour 1000 naissances, pour 1000 habitants. Et donc, non, pour 1000 naissances, pardon, oui, en 1 an. Et donc, si le taux de mortalité infantile est très élevé, c'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que le pays dans lequel naissent ces enfants est un pays pauvre qui n'a pas les moyens de soigner ces enfants et de leur permettre de vivre. Si au contraire le taux de mortalité infantile est très bas, comme en France, alors là c'est très bon signe, ça veut dire qu'on est dans un pays riche qui a les moyens de prendre soin de ses enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle séance consacrée à la croissance démographique mondiale et à ses effets.